Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Erwan. Pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on se trouve et même dans quelle pièce nous nous trouvons actuellement? Oui, avec plaisir, car nous ne sommes pas ici au hasard, nous sommes dans le bureau du maréchal Foch. Alors c'est un peu étonnant, le maréchal Foch n'était pas breton, mais il s'est arrimé, amarré, pourrait-on dire, pour nous marins, à la Bretagne grâce à son mariage, par son mariage avec Julie Bienvenue, qui était la fille de Fulgence Bienvenue, c'était le concepteur du métro parisien, si je ne m'abuse. Et il se marie à Saint-Brieuc, à l'église Saint-Michel, et puis quelques années plus tard, le maréchal Foch, qui n'était pas encore maréchal, et son épouse vont acheter le manoir de Trunfeuntenou, sur la commune de Ploujean, qui aujourd'hui est rattaché à Morlaix. C'était un manoir qui avait été construit en 1820. Et c'est ici même que le maréchal Foch, durant l'été 1914, car il aimait passer l'été ici avec sa famille, c'est ici, dans cette pièce, qu'il apprend la déclaration de guerre, de cette Première Guerre mondiale, qui va bouleverser sa vie, puisque, en fait, quelques mètres plus loin, nous avons l'oratoire du maréchal, où est cultivé le souvenir d'un de ses fils et d'un de ses gendres qui sont morts au champ d'honneur. C'était un 22 août. Très bien, merci Monsieur l'abbé pour ces précisions. Mais aujourd'hui, ce manoir, après le maréchal Foch, qu'est-ce qu'il est devenu et aujourd'hui, qui habite ces lieux? Eh bien, aujourd'hui, c'est une maison religieuse. Ce manoir est devenu l'une des deux maisons qui abritent la congrégation des Petites Sœurs de Saint-François, donc des religieuses semi-contemplatives qui sont tout particulièrement vouées au service des autres. Et c'est là qu'on est un peu dans le thème du scoutisme, au service des autres, dans la spiritualité, l'esprit de pauvreté de Saint François d'Assise. Alors je vous propose, merci donc beaucoup pour cette petite, j'allais dire, leçon d'histoire, mais au moins ça permet de bien expliquer dans quel contexte nous nous trouvons. Donc le but, voilà, c'est de discuter, c'est d'avoir un petit entretien sur le scoutisme. Je propose de repartir sur, j'allais dire, les bases, expliquer même à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le scoutisme, quelqu'un qui pourrait n'avoir jamais fait de scoutisme, puisse regarder cette vidéo et peut-être en sortir avec un peu plus de, peut-être pas de culture, mais enfin de connaissances sur le sujet. Et ma première question, elle est très simple, puisqu'on ne s'est pas présenté, vous et moi. Alors le but, c'est pas d'en parler 10 minutes, hein, on va vraiment bien parler du scoutisme. Mais aujourd'hui, vis-à-vis du scoutisme, vous, entre guillemets, qui êtes-vous, si je puis me Ben, je permettre? suis actuellement, j'ai le grand honneur d'être l'aumônier de la troupe Saint-et-Flamme, donc notre troupe marine de Brest, dont j'ai repris l'aumônerie en ce début d'année scolaire 2025-2026. Ben, une troupe, je crois, Erwan, que tu as euh, contribué à animer pour ta part, à faire vivre. Tu peux peut-être nous en dire plus toi-même. Voilà, bon, non, alors très, très humblement, donc la troupe Saint-et-Flamme, de ce que j'en sais, voilà, a été créée en 2015 à Brest. Donc elle a commencé avec un, deux équipages, etc. Et puis voilà, on m'a proposé il y a 2 ans maintenant de reprendre donc la suite en tant que chef de troupe, donc ce à quoi j'ai tout simplement bien accepté. Donc voilà, j'ai fait pendant 2 ans et avec vraiment avec bonheur et ça m'a beaucoup apporté, mais je pense qu'on pourra en parler. Hmm. Et donc voilà, pendant 2 ans, j'ai été le chef de troupe de cette troupe magnifique. Avec en plus un passé, je crois, chez les SUF aussi, et Oui, même au Prytanée. totalement. Voilà, voilà, donc j'ai commencé mon scoutisme en première, comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer le Ah non, scoutisme. c'est vrai. Donc j'avais 16 ans et donc j'ai fait 2 ans comme éclaireur chez les SUF, à la Flèche, comme vous l'avez dit. Et puis ensuite j'ai fait 1 an de route dans le même groupe au clan Catlino, qui d'ailleurs vit et existe toujours, même si on a participé un peu à le créer. Et ensuite, donc voilà, je suis arrivé à Brest et on m'a proposé, donc avant d'être chef de troupe, d'être Akela. Donc je n'avais jamais fait de louvetisme, on en Akela parlera. précise peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Akela, donc c'est tout simplement le chef des louveteaux, donc de la meute, donc des 8 à 12 ans. Mais je crois qu'on va parler un peu de tout ça. Et donc j'ai fait 2 ans Akela, 2 ans de chef de troupe, et maintenant je passe la main, tout simplement, dans l'ordre des choses. Monsieur l'abbé, sans plus tarder, donc on a un petit peu parlé de, je veux dire, c'est vraiment une belle introduction, mais rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi pour vous le scoutisme? C'est avant tout une méthode d'éducation qui est fondée sur l'autonomie. L'autonomie bien comprise. L'autonomie, c'est pas faire ce qu'on veut comme on veut, c'est d'arriver à intégrer une loi, la loi scout,
qui, comme le dit le Père Sevin, est un résumé de l'Évangile, intégrer cette loi au point qu'on en vit, au point qu'on a finalement qu'une envie l'incarner, et qu'autour de soi, justement, dans la vie de tous les jours, eh bien, cette loi nous marque et qu'on essaie justement de la faire vivre. Et alors cette loi, est-ce qu'elle a j'allais dire une religion comme pour base, ou peut-être plus spécifiquement en France? Alors, il est sûr que le scoutisme, on y reviendra je pense, le scoutisme du début de son fondateur, Baden-Powell, était marqué par une certaine peut-être distance par rapport à la religion, dans le sens où la dimension religieuse était loin d'être essentielle dans le scoutisme de Baden-Powell, puisqu'on a une méthode, un outil qui a une forme de neutralité. Et c'est pour cela qu'on trouve beaucoup de branches dans le scoutisme, des branches non catholiques. Mais plus précisément, la loi telle que nous, scouts catholiques, nous la pratiquons, c'est une loi qui vient directement, qui a été revisitée plutôt par les grands fondateurs du scoutisme français, qui ont fait naître le véritable scoutisme tel que nous le connaissons. Je pense donc au Père Sevin, au Shannon Cornette et à Édouard de Macédoine. Et donc, cette loi qu'ils ont vraiment structurée, elle nous dit ce que doit être le garçon. Elle nous montre ce à quoi le jeune, par cette méthode d'éducation, est appelé. Et ça, il y a un vrai parallèle d'ailleurs qui est très intéressant, qui est fait par le père Héré, un prêtre des années 20 et 30, un dominicain, qui avait fait un parallèle entre la loi scout et saint Thomas d'Aquin, un livre extrêmement intéressant. Et le père Héré, justement, montre que la loi scout dit ce que l'idéal du garçon, de même que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, nous montre ce que doit être l'idéal du chrétien en tant qu'il est fait à l'image de Dieu et recréé à l'image du Christ qui est mort pour nous. Il y a une forme de parallélisme entre les deux. La loi scout est profondément thomiste. D'accord, ah oui. C'est intéressant que vous disiez ça, je trouve, dans ces temps qu'on vit. Alors moi, j'avais lu un livre, il n'est pas très connu, ça s'appelle Un chef scout dans la tempête bolchevique. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors je crois qu'au dernier camp d'été en Aveyron, j'ai ouï dire que tu en avais utilisé vous avez et qu'il était passionnant. Je crois qu'il avait passionné les scouts. Et moi, j'ai retenu cette... alors pour la petite histoire, je mettrai peut-être le livre qui apparaît à l'écran, comme ça vous pourrez l'acheter si vous le trouvez. Il est vraiment bien. Dans la petite histoire, à un moment, ça a été romancé, mais ce sont des faits réels qui ont vraiment eu lieu dans les années 20 en Union soviétique, où donc le scoutisme, en fin de compte, se battait un peu pour exister contre les jeunesses soviétiques. Et ce qui est très drôle, ils expliquent ça. Enfin, aujourd'hui, on en rigole, mais à l'époque, ça devait être dramatique. C'est qu'en fait, les jeunesses soviétiques étaient utilisées, leur sortie, leur week-end, entre guillemets, c'était d'aller chasser les scouts donc chrétiens. On en était là. Et sauf que l'Union soviétique, on connaît un peu tous les drames, enfin les personnes qui sont mortes, tout simplement à cause de ces idéologies-là. Drame qu'on a mis beaucoup de temps chez les intellectuels français à reconnaître. Hein. Il a fallu vraiment attendre, je dirais presque les années 90 et même 2000 pour souligner combien le totalitarisme communiste, dont le bolchevisme n'est qu'un succès d'année, combien il avait fait de mal à l'humanité. Avec des livres peut-être comme le livre noir du communisme. Exactement, tout à fait. Et plus récemment, on a aussi à lire pour tous, c'est Résister aux mensonges de Rod Dreher, quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur l'expérience de Solzhenitsyn pour montrer comment justement on doit résister aux mensonges. Et la méthode scout me semble clairement faire partie de cette thérapie pour lutter contre les dangers modernes, cet esprit du communisme qui est toujours à l'œuvre d'une autre manière dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, pour revenir sur ce livre, donc un chef scout dans la tempête bolchevique, à un moment, donc, il nous explique qu'un chef de groupe, je crois, ou un chef de troupe, je ne sais plus, a été donc emprisonné par les soviétiques et fusillé. Et lui-même, donc cette personne-là, qui donc est décédée, nous dit ceci du scoutisme. Il définit le scoutisme, disait-il, c'est le christianisme en action, c'est la doctrine du Christ basée sur la compréhension de la psychologie de l'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Tout à fait. Il y a vraiment, on en reparlera, mais le sens du concret est l'un des buts principaux du scoutisme. Il y en a 5, le sens de Dieu bien sûr, mais le sens du concret est important. Et c'est vrai que le scoutisme ancre dans le réel.
à tous les niveaux. Il va respecter la psychologie de l'enfant, du jeune, je dirais. C'est ce qui est un être en formation, un homme en puissance, donc qui se réalise petit à petit. C'est pour ça qu'on commence par les louveteaux. La pédagogie ne sera pas la même que dans ce qu'on appelle la branche verte, le scoutisme. Et après, dans la branche rouge, adulte, entre guillemets, le routier, là aussi, la méthode, le fond reste le même, la manière de faire ne sera pas la même. Tout est adapté à la psychologie du jeune, de l'adulte en formation, avec ce désir justement de former quelqu'un. Deviens ce que tu es. On est tous appelés par notre baptême à être ces chrétiens parfaits. Le scoutisme est une méthode. Il y en a d'autres, mais celle-là, nous l'avons choisie. Elle a fait ses preuves. Une méthode pour permettre aux jeunes de devenir ce chrétien assumé, parfait, pas forcément sans péché ou autre, mais quelqu'un d'accompli dans la société, quelqu'un qui s'engage. Alors, je ne veux pas vous embêter, mais je vais jouer un peu l'avocat du diable ou le détracteur. On n'a pas attendu le scoutisme pour être un chrétien accompli. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il faut ou il a fallu justement une étincelle pour créer ce genre de mouvement? Parfois, la dimension temps, le facteur temps, fait changer, fait évoluer certaines choses et fait naître, comme dans l'Église, on voit que des congrégations religieuses sont nées en fonction des besoins des temps. Eh bien, le scoutisme, il me semble que lui aussi, il est né dans un contexte particulier. Tu vois, Erwan, si on regarde l'histoire du scoutisme en Bretagne, puisque là, ici, on est dans le bureau du maréchal Foch. Foch n'avait pas connu le scoutisme puisqu'il était de la génération d'avant. Mais le scoutisme en Bretagne a mis du temps avant de s'implanter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il va surtout s'implanter après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 20-30, on a quelques troupes de scouts ou de guides qui se montent, mais globalement, la majorité du scoutisme, c'est en milieu urbain, du moins ça recrute des jeunes en milieu urbain, qui iront faire leurs activités à la campagne, et puis d'une ligne Rouen-Montpellier. Et c'est à l'est de cette ligne qu'on trouve la plupart des recrues du scoutisme. On a avant la Deuxième Guerre mondiale, on a entre 1 et 2% des scouts qui sont bretons. Pourquoi? Parce que la Bretagne était rurale. Il y avait moins besoin peut-être dans cet univers rural où tout était ancré dans le réel, il y avait moins besoin de faire revenir le jeune au sens du réel par une méthode particulière. Mais plus, notamment à l'ère numérique qui bouleverse les choses, plus ce sens du réel, plus on est déconnecté du réel et connecté à autre chose, c'est un fait, on n'est pas là pour s'en lamenter, c'est la réalité, c'est l'état de fait, plus on va avoir besoin d'une méthode pour nous ramener au réel. C'est pour ça que le scoutisme, finalement, il a été fondé en 1923 pour le scoutisme catholique, mais je dirais qu'en 2023-2025, 102 ans plus tard, il a encore plus de pertinence. En fait, ça revient un peu justement à l'histoire originelle du scoutisme. C'est Baden-Powell qui voit des garçons en fait, qui sont un peu blasés, j'ai envie de dire, par les fruits de la révolution industrielle et qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Et plutôt que de les voir un peu errer dans les rues, se dit on va en faire quelque chose. C'est ça finalement en fait le scoutisme. Et même aujourd'hui, on a des jeunes, j'allais dire des adolescents. Je dis pas qu'on ne sait plus quoi en faire, mais comme vous dites, il y a ces écrans où en fait aujourd'hui pour passer des vacances, il n'y a besoin que d'une PlayStation et un téléphone portable. Alors qu'en fait, ça ne reconnecte pas au réel. Exactement, on a besoin de cette reconnexion. Et puis le scoutisme fait vraiment une œuvre d'hygiène spirituelle et mentale. Un esprit sain dans un corps sain. Et on a besoin de ça aujourd'hui. C'est vrai que la vie est de plus en plus numérisée, c'est un fait encore une fois, et ce retour au réel, c'est vraiment le scoutisme qui le permet. Oui. J'avais discuté, c'est très, très marrant, avec un chef, un de mes chefs, il y a 1 an peut-être de ça, et puis on était au téléphone, et puis parce qu'on avait un problème justement à régler, et on en profitait pour dire, au fond, c'est quoi le scoutisme? Et c'est quoi le but du scoutisme? Et c'est marrant parce que mot pour mot, on a sorti la même définition, c'était faire des hommes. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, le monde ne fait plus d'hommes au sens où on l'entend, c'est-à-dire, je dis pas, c'est pas machiste ce que je dis, mais un homme viril, ça veut aussi dire qu'il sait être doux, oui. au fond. Ou une femme forte aussi. Ou une femme forte, parce qu'il y a pour les guides, voilà, tout à fait. la femme forte de l'Ancien Testament. Mais donc, est-ce que la société actuelle ne sait plus faire des hommes? Donc la société actuelle,
elle a du mal parce que c'est une société que l'on dit, on emploie beaucoup ce mot à la mode, mais il est réel, déconstruite. À partir des années après-guerre 50 et surtout 60 en France, on a une philosophie qui apparaît qui s'appelle le structuralisme. Alors, je ne vais pas faire compliqué pour ceux qui nous écoutent, mais cette philosophie-là, qui est représentée par plusieurs philosophes de renom, eh bien, ce courant estime qu'en fait, notre éducation, notre culture, nos valeurs seraient simplement des strates qui se seraient superposées à notre identité humaine et il conviendrait d'enlever ces valeurs pour retrouver l'homme authentique. C'est un peu le mythe du bon sauvage rousseauiste revisité à la sauce des années 50-60. Mais sauf que non, en enlevant, en déracinant l'être de ses valeurs, de sa civilisation, de ses codes, de sa loi, le scoutisme donne une loi, eh bien, on déracine la plante et on empêche cette plante de grandir. On la sèche. Elle va sécher, elle va brûler, elle ne pourra plus rien donner. Elle sera stérile. C'est un petit peu ça que fait la société d'aujourd'hui. Et le scoutisme, qui est notamment basé sur la loi, sur des principes, sur des buts, c'est une structure, il est structuré, eh bien, il va à l'encontre de ce mouvement structuraliste de déconstruction. Et donc, oui, le scoutisme refait les hommes, là où la société d'aujourd'hui, trop souvent, les défait. Donc, je ne vais pas vous paraphraser, mais donc en fait, c'est tout simplement ce que vous avez dit. Comment est-ce qu'on refait des hommes en reconnectant peut-être au réel? Tout à fait. Moi, j'ai vu, il me semble, les bienfaits finalement de... Parce que qu'est-ce qu'au fond, le scoutisme, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais dormir sous la tente, être un peu proche du sol, j'ai envie de dire, prendre la pluie, S'adapter à un changement de météo, de situation. On ne peut pas faire de feu, on n'en fait pas. Ou alors on va essayer de voir comment on peut en faire, éventuellement en respectant le plus grand nombre de facteurs de sécurité. Je m'adapte au réel, dans le bon sens du terme. Déjà, faire du feu. Qui fait du feu aujourd'hui? C'est vrai. Alors on pourrait dire que c'est quelque chose de très simple. Au camping, on le fait aussi, mais non, un scout, il va devoir faire sa nourriture, c'est-à-dire il part du feu, il faut faire bouillir l'eau, il faut couper les oignons, etc. J'ai vu des louveteaux, on va peut-être parler plus des catégories d'âge, encore une fois pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais donc les louveteaux, 8, 12 ans, les éclaireurs ou les scouts, 12, 17, ça peut à peu près ça, puis au-dessus de 17 ans, les routiers. Et voir un louveteau, donc entre 8 et 12 ans, commencer à couper un oignon pour faire la cuisine, moi, à son âge, je ne faisais pas ça, quoi. Et donc il y a de la débrouillardise. C'est finalement c'est pas les 5 moteurs, donc il y a les 5 dimensions, les 5 moteurs et les 5 buts du scoutisme. C'est ça, je crois que ça fait partie des 5 buts. Le sens du concret. Le sens du Habileté manuelle. Habileté manuelle, exactement. Ça, en fait, donc si on devait reprendre les 5 buts, alors attendez, de tête, si je dois les faire, donc on a l'habileté manuelle. Oui. On a. C'est pas le premier, mais on peut donner dans le désordre. On peut donner dans le désordre. En random. La santé, donc le fait d'être dehors. C'est le premier que donnait Baden-Powell, je crois déjà, et c'est important parce qu'en effet, un esprit sain dans un corps sain. Si la base naturelle n'est pas assurée, la grâce ne pourra pas s'épanouir. La grâce n'est pas une génération spontanée, elle nécessite, elle postule une nature qui est déjà bien formée. Et la grâce de Dieu s'épanouira d'autant plus que la nature est bien formée. Et donc, c'est d'où la santé. D'où la santé. C'est l'exercice physique, il est important, l'effort, transpirer, se faire mal, ça fait partie de la pédagogie scout. Ensuite, on a le sens des autres. Le sens des autres. La charité. Tout à fait, oui, exactement. La devise du scoutisme, c'est par exemple, il y en a une, c'est, sur le Mont Saint-Turon, personnellement, donc des éclaireurs neutres de France, il y a marqué servir et ne pas être servi. Et ça, moi, je trouve que servir, il n'y a peut-être pas marqué toujours prêt ou être prêt. Alors là, je crois que j'ai mon ceinturon SUF, donc il y a marqué être prêt. Mais je trouve que servir, c'est aussi une très belle devise. Savoir servir, pourquoi? Parce que c'est ce qui relie le service, c'est faire attention à l'autre, c'est ce qui nous relie au bien commun. Nous sommes des animaux politiques, disait Aristote. Et donc, on doit collaborer au bien commun. C'est un bien qu'on atteint dans le travail ensemble, dans l'exercice, je dirais, ensemble. Et c'est pour cela qu'il faut savoir être avec les autres, travailler avec eux, collaborer avec eux. Et c'est ça, ce que sous-entend cet esprit de service. Il est fondamental à la vie en société. Alors que le monde moderne, lui, on voit ça, hein, la modernité, elle apparaît, pour faire simple, au XVIe siècle, puis après au XVIIIe avec Kant, avant Descartes, mais c'est
sortir l'homme de la société, et c'est l'homme-dieu, un peu l'homme, l'individu, le primat de l'individu sur le tout. Le scoutisme, c'est l'inverse, c'est l'antidote, c'est on va remettre le groupe, le bien commun au centre, d'où l'esprit de service. Moi, il me semble qu'il y a un adjectif qui est vraiment, qui fait la conclusion de tout ce que vous venez de dire vis-à-vis de la charité, c'est la générosité. Parce qu'un scout ne peut pas être égoïste. On est dans un équipage, dans une patrouille, et il faut faire avancer tout le monde, il faut faire avancer les autres. Et sans générosité, sans se donner, ça veut dire, c'est un peu ça, on se donne aux autres, on donne de son temps, on donne de son énergie, on donne presque même de son moral, entre guillemets, parce que si on a le moral dans les chaussettes, personne n'avance. Ou alors, s'il y a besoin d'aide, eh ben, on y va. Et moi, je trouve que la générosité, c'est quand même Oui, le maître mot. tout à fait raison. Et cette générosité, elle introduit sur les deux autres buts qu'on n'a pas évoqués du scoutisme, le sens de Dieu, évidemment. C'est amusant de voir qu'il est mis en numéro 3 sur les 5, un peu comme un sommet du triangle, s'il y avait on pouvait faire ça. Et donc, sens de Dieu, oui, parce qu'après on est généreux, parce que le Christ est le premier généreux. Et puis le sens de Dieu, c'est ouvrir le jeune à la transcendance, au fait qu'on doit être capable de voir dans tout ce qui nous entoure l'œuvre de Dieu. Et puis ensuite, également la formation du caractère, qui est fondamentale, parce que du caractère, on peut le pour noter se comme ça. donner, il faut parfois aller contre notre égoïsme, notre nature, parfois un petit peu, ce sont les conséquences du péché originel, un petit peu courbe, et donc on va justement former le caractère. Et c'est pour ça que le scoutisme a pris ce but, l'un de ces 5 buts, la formation du caractère. Une personnalité bien trempée. Tout à fait. Finalement, créer... tout ça, ça vient dans le fait de faire des hommes. Exactement. Qui sont responsables et matures. Dans la poursuite, on dit toujours, parce que nombreux sont les parents qui nous écoutent, j'imagine, c'est un mouvement d'éducation, mais qui est subordonné à l'éducation des parents. On ne remplace pas l'éducation des parents, on n'est pas dans une troupe d'orphelins, mais en tout cas, on doit, à notre place, on doit aller dans le sens de cette éducation que donnent les parents. Voilà, on dit la même chose, de notre manière, la pédagogie est donnée d'une autre manière, mais on va dans ce sens de cette éducation qui a d'abord été confiée de droit naturel aux parents chrétiens. Tout à fait. Donc, si on fait la conclusion de ces 5 buts, donc la santé, oui. L'habilité manuelle, oui. Le sens des autres, oui. la bonification du caractère, oui. Et vous avez parlé de l'idéal. Le sens de Dieu. Le sens de Dieu, voilà ou l'idéal. Tout à fait. Et alors peut-être qu'on pourrait s'arrêter un petit peu sur la loi, donc la loi des articles. Alors de tête, de mémoire, le scout... attendez, ne dites rien. Le scout met son honneur à mériter confiance, il faut que ça parte. Oui, puis c'est toujours là comment ça s'appelle, l'angoisse du direct. Voilà, exactement. Donc le scout met son honneur à mériter confiance, le scout est loyal à ses parents, ses chefs, ses subordonnés, le scout est fait pour servir et sauver son prochain, le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout, le scout est courtois et chevaleresque, le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux, la 7e, le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. 8, le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Et enfin, le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. 10 sur 10, Erwan. 10 sur 10. Sauf pour le début, là, ça est parti mal. C'est bon, tu auras ta promesse. Je sais pas. Et qu'est-ce que ça un jeune qui comprend cela, encore une fois, à n'importe quel âge, mais moi je trouve que c'est quand même, c'est presque inédit dans le monde actuel d'avoir une loi comme ça que l'on s'engage à respecter. Voilà. Après, comme vous avez dit, il y a les conséquences du péché originel, on est toujours un peu faible, voilà, mais c'est pas grave, on repart et ça forme une société qui pourrait fonctionner avec 10 articles. Oui, et puis surtout cette loi, elle a quelque chose de particulier par rapport aux lois qui nous environnent. Aujourd'hui, on était sur la 4 voies tout à l'heure. La loi, c'est tu dépasses 90 km/h ou 110, eh bien, tu as une amende. Tu as plus de tant de grammes d'alcool dans le sang, tu perds tant de points. Alors, tandis que la loi scout, elle dit le scout est fait pour. Elle dit ce que nous sommes, ce que nous devrions être plutôt. Donc, il y a vraiment une forme c'est un peu comme une carte d'identité, cette loi. C'est vraiment, je redis, quand Percevin dit que c'est l'évangile en miniature, c'est un résumé de l'évangile, c'est vraiment ça. On condense les valeurs de l'évangile. L'évangile nous dit ce que nous sommes, ce que nous devons être en tant qu'hommes et femmes rachetés par le Christ. Eh bien, la loi scout nous dit aussi ce que nous sommes pour parvenir à cet idéal dans les circonstances d'aujourd'hui. Donc elle a vraiment une valeur, c'est pas comme une loi purement humaine dans le sens, elle est humaine cette loi scout, mais elle n'est pas purement pénale
Elle ne dit pas attention aux gendarmes qui peut t'arrêter. Non, c'est une loi qui donne de l'oxygène, qui est là pour faire avancer. Elle donne un élan, une respiration surnaturelle. Et c'est en ça qu'elle est grande. Et c'est en ça que le jeune peut aussi aimer le concept de loi. Parce qu'aujourd'hui, la loi, à notre époque moderne, on la voit comme quelque chose qui va nous rabougrir. Non, c'est bien, le jeune, il est spontané, il faut encourager cela, etc. Il ne faut pas le brimer. Tu as une petite histoire comme ça, c'est Sigmund Freud. Il a eu plusieurs enfants, l'un des maîtres du soupçon, hein, qui a fait tant de mal d'une certaine manière avec la psychanalyse. Eh bien, Sigmund Freud a un de ses enfants. Sa femme et lui pensaient que l'éducation était mauvaise et qu'il fallait justement laisser l'enfant sans loi. Alors ils ont dit, bon, on va l'élever, le petit dernier, sans loi. Il fera ce qu'il voudra, il mangera quand il voudra, il aura tout ce qu'il voudra. Eh bien, qu'est-il arrivé? À l'adolescence, il a fallu l'enfermer dans un asile psychiatrique d'où il n'est jamais ressorti parce que quand il n'y a pas de loi, on devient fou, au sens strict. Oui. En fait, finalement, est-ce que le scoutisme, je vous charrie, hein, c'est l'éducation positive? Tu as beaucoup de succès en disant ça aujourd'hui, j'imagine. Enfin, elle est positive au bon sens du terme. Elle n'est pas dans cette éducation, je dirais, bienveillante, où on doit tout le temps être expliqué, justifié. Elle est positive vraiment dans le sens où elle pousse, elle est un ressort, elle est un élan. Voilà. Elle est exigeante de ce côté-là. On ne peut pas en rester, on ne peut pas dire « j'ai accompli ma loi scout, j'ai checké les cases ». Non, parce qu'elle demande toujours une marche supplémentaire à monter, me semble-t-il. Finalement, elle ancre un peu le scout dans déjà une société, déjà une civilisation presque, c'est un peu ça. On peut se la réapproprier et surtout, le scout, il est toujours scout, c'est-à-dire que même sans uniforme, même sans foulard, c'est ça aussi que j'aime bien à la force du scoutisme, c'est qu'on insiste assez sur le fait que le scout, il est scout tout le temps. Le devoir du scout commence à la maison, c'est ce qu'on dit avec cette petite phrase qui paraît un peu simpliste, mais en fait qui est très profonde. Voilà, c'est un esprit qui doit imprégner notre vie, de même que l'uniforme doit être impeccable parce qu'il doit refléter l'ordre qui existe dans notre âme, eh bien, de même, nous devons aussi pratiquer cet idéal scout en dehors des activités. Il y a une sorte de correspondance. C'est très bien que vous soyez parti sur les principes. Vous avez dit le devoir du scout commence à la maison et il y en a deux autres. Le scout est bon citoyen. Et fils de France et bon citoyen. Fils de France et bon citoyen. Le devoir du scout commence à la maison et le scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie. Bon, on n'a pas parlé, je pense, de l'idéal, de la foi, d'être catholique, etc. Le scout, souvent, je dirais qu'il y a un reproche à faire au scoutisme, peut-être, c'est être bon citoyen. En fait, on a envie de dire aujourd'hui… Alors bon citoyen, attention, hein, ça ne veut pas dire… comment dire, on ne va pas faire de politique, mais n'est pas un mouton qui doit à tout prix penser comme la politique actuelle, ou du moins quelqu'un qui soutient, on va dire, peut-être les faiblesses de telle ou telle institution. Non, bon citoyen, le citoyen, c'est celui qui sait qu'il fait partie d'une cité, donc d'un tout. Ça fait référence à ce qu'on appelle le principe de totalité. La partie est plus petite que le tout est plus grand que la partie, on doit pouvoir se sacrifier pour le tout, pour sa patrie, lorsqu'elle est en danger. Voilà, le citoyen, c'est celui qui sait qu'il n'est pas tout seul, qui vit à côté d'autres personnes et qui a des devoirs envers les autres personnes qui vivent avec lui. C'est cela, me semble-t-il. Citoyen au sens noble du terme. Très bien. Et ensuite, il y a trois. Donc, on a dit donc, les 10 articles de la loi, les 3 principes, et pour finir. On a vu les 5 buts, et il y a les 5 moteurs, je crois. 5 moteurs et 5 dimensions. C'est ça. Alors, je les connais un peu moins, je vais avoir besoin d'anti-sèche. 5 moteurs. Justement, le scoutisme, en fait, une troupe de scouts, c'est construit autour de quoi? On est dans les 5 moteurs, hein, tu dis. Oui, je crois. Les 5 moteurs. Les 5 moteurs, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est au niveau de l'aventure. Voilà, ça, c'est un moteur du camp scout, de la vie scout. On doit baser nos activités sur l'aventure. Après, il y a aussi tout ce qui est au niveau de… Donc, en fait, excuse-moi, je vous coupe, c'est le grand jeu, c'est en fait les phases d'activité qu'on va retrouver dans un camp scout. Et puis, inattendu, ils ne connaissent pas le programme aujourd'hui. Maintenant, c'est terrible dans les camps un peu modernes, quoi. On est obligé de mettre le menu. On est obligé de mettre les activités presque aussi, même dans les écoles. Il faut à tout prix qu'on sache tout. Mais comment dire, si on sait tout, il n'y a plus d'aventure en fait. Pour ça que nous, on garde quand même autant que possible, bien sûr, cette aventure dans nos activités. Donc, par exemple, les grands jeux, les Olympiades,
le concours cuisine, dont j'ai parlé de couper des oignons tout à l'heure avec un louveteau qui avait même pas Ça 12 peut être ans. l'aventure. C'est déjà l'aventure pour certains. Voilà, aller ramasser du bois, être en forêt, Oui. etc. Tout ça, ça fonctionne avec l'aventure. Donc c'est un moteur, il y a ça, et l'aventure, il y a bien sûr le système des patrouilles, des Système des équipages. patrouilles, des Ça, équipages. c'est évident, c'est un des moteurs. C'est pas comme un camp comment dire, il y a d'autres types de camps où le chef fera tout, ou le prêtre fera tout. Moi j'ai fait ça en tant que séminariste autrefois. Bon, mais là on est dans un système où il y a une forme d'autonomie qui est bien sûr, on prend des risques, mais le bénéfice-risque à rendre le garçon autonome et à vivre en patrouille ou en équipage, eh bien le bénéfice-risque est très positif. On peut en retirer énormément. En fait, enfin, pas pour simplifier, mais pour que les gens comprennent bien, la patrouille ou alors l'équipage, c'est 5, 6, 7, 8. Voilà. Ça peut plus, ça arrive des Il ne fois. faudrait pas normalement parce que. Oui. Mais Voilà. bon, on va dire entre 5 et 8 Ouais, voilà. jeunes, donc ados, enfin, entre 12 et 17 ans. Donc le plus grand, il est chef d'équipage ou alors Voilà. chef de patrouille. Il y a un second, donc il y a aussi une hiérarchie. Il y a une hiérarchie à la fois une hiérarchie sociale, entre guillemets, enfin, dans l'équipage, et puis ou la patrouille, et puis aussi une hiérarchie au niveau des âges. C'est ce qui a un peu tué les scouts de France, c'est qu'ils ont fait uniquement des groupes par tranche d'âge. Mais non, parce que le plus grand ne peut plus guider le plus petit, il n'y a plus cette dimension éducative. Et donc là, on est vraiment justement, en fait, le grand donne son retour d'expérience ou apprend en fait, aux jeunes à. Et donc c'est pour ça que. Et responsable, il est un petit peu responsable. petit. Il est responsable. Le chef d'équipage a une responsabilité, ou le chef de patrouille, super importante. Exactement. C'est vraiment lui qu'on va venir voir s'il y a eu un problème ou une bêtise de fait ou un blessé ou autre. Ça peut arriver. Et donc ce qui est génial, c'est que ce grand, enfin, on a ce qu'on appelle aussi le haut équipage ou la haute patrouille, HP. Oui. Donc c'est constitué du chef de patrouille et du second. Et en fait, ces deux-là, c'est un peu la réserve justement d'expérience. Des fois, forcément, ils sont plus forts aussi physiquement, plus grands, etc. Et en fait, ils montrent comment faire. Et donc, dans les années qui vont suivre, eh bien, tout simplement, les autres vont prendre la place et ça se fait plus ou moins naturellement comme ça. Tout à fait. Donc, c'est tous les bénéfices d'une patrouille. Mais voilà, comme vous disiez, le problème des scouts de France, c'est qu'ils ont haché. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec 12-14, 14-17. Enfin, je ne me rappelle pas bien exactement, mais. Donc là, on a détruit tout simplement, en détruisant ce système des patrouilles, on a quand même dénaturé totalement la méthode d'éducation. Donc on a parlé de l'aventure, on a parlé également du système des patrouilles, il y a également l'engagement, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est le troisième moteur. Il n'y a plus d'engagement aujourd'hui dans la société. On le voit, les gens, il y a tellement de divorces, de gens qui se séparent, on n'ose plus se marier. Et le scoutisme est un des premiers engagements que va prendre le garçon, la jeune fille, avec la promesse. Tout à fait. En fait, ça préfigure d'autres engagements qu'on pourra prendre plus tard, le mariage ou les le ordres. sacerdoce. Voilà. D'ailleurs, on dit, je parlais tout à l'heure de la générosité, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Foyer chrétien et relève sacerdotale, et donc le prêtre expliquait qu'il n'a pas lui-même été scout, mais il disait que le scoutisme, c'était une super école pour l'engagement, pour apprendre l'engagement, l'énergie, tout ce dont on a parlé, et il disait, un scout qui rentre au séminaire, on dit de lui qu'il est appelé à plus haut service. Je trouvais ça intéressant de le dire. Donc vous avez dit l'aventure, l'engagement, la patrouille. La patrouille, après il y a les responsabilités, ça revient à ça. Et puis la technique scout, c'est le cinquième moteur. C'est important, c'est pour ça qu'on a un carnet de progression qui doit valider des techniques. C'est très important, le scout doit être habile, doit développer certains arts qu'il doit maîtriser, l'art du froissartage notamment, on peut dire aussi l'art quelque part de la technique marine, le sens marin. Il y a un art. L'art, c'est quoi? C'est cette capacité que l'être humain a d'appliquer une règle qui peut transformer la matière en quelque chose de plus noble. Le bois, par exemple, ou même avoir une règle pour naviguer, etc. C'est vraiment cette capacité qui fait qu'on va passer de la pensée à l'action. Qu'on va pouvoir aussi, l'art, c'est ce qui transforme un peu le monde. Donc, le scout a une action. L'action au sens noble, elle passe par cette habileté technique. D'où l'importance dans nos troupes de maintenir un bon niveau d'habileté technique. Et c'est pour ça qu'on a chez les louveteaux, ils ont des étoiles. Chez les scouts, il y a les classes. Et on doit tous viser à être un scout de première classe. Donc ça, tous doivent viser à cette... Puis après tous les badges, c'est très important, les badges scouts, qui permettent de progresser dans cette technique, moteur très important du scoutisme. Et ce qui est très bien, là vous parlez des badges, c'est que en fait, le scout va par exemple choisir un peu de se spécialiser. Chacun a un peu son dada. Et donc il n'y a pas besoin d'être... On ne demande pas à un scout d'être bon partout. Non. Mais par contre, c'est vrai qu'un scout qui a entre guillemets un hobby, ça va être plus être le froissartage ou comme vous disiez, la technique marine ou même la cuisine ou autre, et bien justement il a des badges ou même plein de choses en fait. Sacristie aussi. Sacristie, voilà, tout à fait. Par rapport à la nature.
nature. Bon, il y en a plein de balles, Ouais, elles non, sont non. superbes. Et c'est génial parce qu'ils peuvent un peu Secouristes. se spécialiser et donc venir aider leur équipage Ouais. ou leur patrouille comme ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le scoutisme. Et puis ça aide aussi, hein. On parle d'être un bon citoyen. Quand on a ces capacités, on est capable de venir en aide et d'apporter spontanément quelque chose Tout à fait. en cas d'accident Tout à fait. ou autre, hein. Ouais. Je propose de passer aux 5 dimensions. Oui. Donc on a vu les 5 buts, c'est important. 5 buts. Hein, le scoutisme, c'est 3 x 5. C'est ça, 5 buts, 5 moteurs, 5 dimensions. tout à fait. Donc la dimension, la nature. La dimension, c'est là où se déroule, où cette pédagogie scout va se réaliser. D'abord la nature. On ne peut pas faire des camps à New York Non, ça marche pas. voilà, ou dans le métro. Ça ne pourrait pas possible. Non. Enfin, sauf si on est SDF, mais Voilà. au sens de son Voilà, domicile fixe. voilà. Mais Mais donc la nature, importance de la nature, parce qu'elle nous remet dans le réel, évidemment, hein. tout à fait. Quand il tombe une drache, on a compris que si on n'a pas bien rangé son sac de couchage, voilà, on est trempé, puis on la prend, ça nous arrive, hein, et puis bon, on ne fait plus ensuite. Non, et puis ce qui est intéressant, c'est que vous dites la nature, il faut le camp scout doit quand même se passer dans un endroit où le scout n'a souvent jamais mis les pieds. Voilà. Et c'est vrai que ça commence par, on n'est pas au plein milieu d'un quartier ou dans un parc. Il y a encore trop de bâtiments, c'est trop urbain. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut repartir un peu dans une forêt comme si elle était s'il n'avait pas été touchée. Et là, on peut construire l'aventure. C'est vrai. Et le camp. Et moi, je me rappelle comme ça de camp, parfois on était obligé de couper l'activité parce qu'il fallait participer à une procession religieuse, etc. Ce qui est normal de la paroisse, mais je sais que c'était difficile parce que d'un coup, on a on quitte la nature, on arrive même si c'est le prieuré ou une chapelle, on revient avec des gens qui ont d'autres préoccupations, qui ne sont pas dans l'esprit de la nature ou du camp, et souvent on se sent un petit peu, voilà, comme si on tombait dans un endroit un peu étranger. Donc c'est important cette nature. Oui. Et la deuxième dimension, c'est le camp. C'est le camp. Évidemment. C'est cet endroit qui est avec les coins d'équipage, les coins de patrouille. C'est important, c'est vraiment notre société, notre pays. C'est ça. Alors, on bénit même les coins d'équipage normalement après, au moment des inspections des installations. Et puis après, il y aura le système des patrouilles, c'est aussi l'une des dimensions. Également, le système des patrouilles avec le conseil d'équipage, le conseil des chefs, ce qu'on appelle le CDC, et puis aussi la cour d'honneur. Ça, c'est les trois. Ça fait partie c'est une dimension elle-même de ce qu'on appelle le système des patrouilles. Donc c'est en effet conseil d'équipage, conseil des chefs, CDC et cour d'honneur. C'est très important. Ça, on en fait très souvent. Enfin, surtout pour les conseils d'équipage ou de patrouille et les CDC. Oui. Il devrait y en avoir presque tous les jours, hein. En tout cas CDC c'est sûr, même conseil de patrouille c'est conseillé, parce que vraiment ça permet de faire le point, d'avoir un retour d'expérience et de progresser. Et puis la cour d'honneur qui est l'organe de décision de la troupe. Voilà. Donc par exemple, pour expliquer un peu, une cour d'honneur, on vient prendre les décisions importantes de la troupe, c'est-à-dire qui est admis à prononcer sa promesse. Finalement, c'est un peu l'organe de l'organe de décision de la société. Alors, dans le camp, tu as la cour d'honneur, telle que tu viens de la décrire, mais tu as aussi normalement dans l'année, je lisais ça dans une vieille revue Le Chef des années 30, ils avaient des cours d'honneur en début d'année où les CE, CP participaient et où ils donnaient leur avis sur le fonctionnement de l'année. Alors bien sûr, on prenait ce qui était prenable, mais ils étaient participants de la gouvernance à leur petite place de la troupe. Donc c'est important d'avoir ces conseils qui sont une dimension fondamentale du scoutisme. En fait, la cour d'honneur, moi, on m'avait appris, c'est quand en fait, l'honneur de la troupe est mis en jeu. Que ce soit positif ou négatif, c'est-à-dire que quand voilà, ça peut arriver, une bêtise a été faite, enfin ça reste des adolescents, mais que l'honneur a été mis en jeu, là on vient prendre des décisions, mais quand on va mettre l'honneur en jeu, c'est-à-dire que là on a choisi que quelqu'un allait devenir scout, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il allait prononcer sa promesse, c'est pas une décision à prendre à la légère. Tout à fait. C'est arrivé, alors plus chez les louveteaux d'ailleurs que chez les scouts, enfin chez les louveteaux j'ai vu, où on vient dire, l'enfant est peut-être un peu jeune, il n'a pas bien compris, pas bien saisi l'importance de la promesse. C'est important, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, voilà. Mais c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Enfin, honnêtement, pour avoir été, voilà, moi je suis rentré, j'ai fait mes premières activités en septembre quand j'avais 16 ans. En janvier, on a décidé de me faire passer ma promesse parce qu'il ne fallait pas attendre. J'avais compris, j'étais suffisamment mature, voilà, pour ainsi dire. Donc, mais voilà, 6 mois, 1 an, c'est à peu près ce qu'on attend pour passer la promesse. C'est ça. Même s'il n'y a pas il peut y avoir des exceptions qui confirment la règle, mais c'est à peu près ça. Donc la nature, le camp, les systèmes de patrouille, la cour d'honneur. Il m'en manque un, non tout ce qui est la BA, la bonne action quotidienne. La bonne action quotidienne. Voilà. Ça, c'est encore une fois le service. Exactement. C'est un scout, normalement, ne dit jamais non quand on l'appelle. Un camp ou une activité scout, du moins, où il n'y aurait pas, en été notamment, cette dimension nature, le camp, la vie au camp,
le système des patrouilles, les conseils, cours d'honneur, CDC, conseil d'équipage et l'ABA, s'il n'y a pas ça, on est en dehors du scoutisme. Mhm. C'est un peu comme des limites, des bornes, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut les connaître. Et là, toutes ces, peut-être que tu les marqueras en incrustation, on ne sait jamais sur le film, parce que tous les chefs et puis même les CE, seconds, devraient connaître ça par cœur. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, c'est dommage, je l'ai vu en CEP, donc après mes années de scoutisme, mais c'est vrai que pour un chef, c'est quand même important de saisir et donc de voir dans ses activités, ah tiens, il manque peut-être un point. C'est Michel Menu qui les a très bien théorisés. Je ne dis pas qu'ils n'existaient pas avant, mais Michel Menu, qui était un routier scout qui a vraiment été une grande référence dans le monde du scoutisme, eh bien, a permis de formaliser ça en 3x5. Et c'est une très bonne lecture, Michel Menu. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur les dimensions, les 5 buts et j'en oublie un, les 5 moteurs? Non, je ne vois rien. On passe à la suite, entre guillemets. Oui. Quid du scoutisme marin? Est-ce que c'est donc c'est arrivé en fait assez rapidement au début du scoutisme, et est-ce que c'est quelque chose de c'est les Parisiens qui vont faire de la voile en vacances, ou est-ce que non, il y a vraiment un intérêt? Ah non, il y a vraiment un intérêt parce que on a le scoutisme, comme on l'a décrit, comme une méthode d'éducation avec ses différents points, notamment basés sur le réel et l'esprit de service. Et donc après, on va pouvoir décliner cette méthode en se servant de différents milieux naturels qui vont permettre à la méthode scout de porter ses fruits. On a des scouts alpins de montagne. On a eu aussi, j'en ai jamais vu, mais il existait à une époque des scouts de l'air. Oui. C'était plus compliqué d'avoir un avion dans la patrouille, mais enfin, du moins, ils se formaient au pilotage, etc. Parce que l'air aussi, quand on est justement dans les airs, eh bien, c'est la nature. Il y a aussi tout un apprentissage. Et puis, bien sûr, la mer qui est encore plus extrêmement exigeante, parce que quand on est sur un bateau, tout prend son sens. Oui. Le quart, quand on fait, alors avec les grands, on ne peut plus le faire avec les jeunes aujourd'hui, mais quand on part avec les majeurs, faire une route de nuit en bateau, c'est formidable. Tout prend sens. Ce que j'aime bien avec et le scoutisme marin, c'est qu'au sein même de l'équipage, en fait, c'est la voile, il faut prendre des décisions un peu instantanées, tout en étant réfléchi, tout en étant en maître quand même de son bateau, de l'environnement. Mais en fait, le chef d'équipage, je trouve que ça leur donne plus qu'un chef de patrouille, plus de responsabilités. Et donc pour moi, ça décuple même, en fin de compte, le niveau d'expérience qu'un scout aura à la fin de son scoutisme. Il me semble qu'un scout marin, à la fin de son scoutisme, alors c'est pas pour être un peu chauvin, mais le scout marin, normalement, est censé être un scout plus. Tout à fait. Mais justement, pour que ce soit plus, faut pas non plus qu'il néglige, il est scout marin, mais donc d'abord scout, donc il doit maîtriser les techniques froissartage et autres. Et s'il les maîtrise, je dis oui, il peut postuler à cette spécialisation qui est la mer, avec tout ce qu'elle va apporter pour le scoutisme. Parce que le scout marin n'est pas un scout qui fait du bateau, c'est vraiment quelqu'un qui a fait du bateau son milieu de vie, mais qui possède aussi les techniques scout de base. Donc c'est une forme d'exigence peut-être supplémentaire, et parfois on passe à côté. C'est pas que l'uniforme, il est peut-être très joli, mais si l'uniforme marin est beau, c'est parce que l'exigence qu'il y a derrière est peut-être plus profonde. Moi, j'ai souvent tendance à dire, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, moi je dis à mes scouts, enfin je leur ai dit, on est d'abord un bon scout terrien et ensuite on est scout marin. Parce qu'on peut être scout marin si on est bon scout terrien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Il faut commencer par la base. Voilà, tu veux être marin, ouais, mais dans ce cas-là… Voilà, on est de bons scouts terriens. Exactement. Ça a étonné un peu notre aumônier cet été. Il ne s'attendait pas à ce qu'on ait ce niveau-là de froissartage. Voilà. Je ne prétends pas avoir que la troupe a un niveau incroyable, mais on est quand même capable de mettre des temps surélevés. Je vous avais accompagné déjà au camp de Pâques. Puis maintenant, je vous accompagnerai bien sûr tout au long de l'année. Mais au camp de Pâques, j'avais déjà été frappé de qualité de certaines installations et une chaise notamment qui était très bien faite. Je vais garder les photos, oui, on va la mettre. Mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Je me dis, tiens, waouh, une troupe comme ça, ouais, ils ont un bon niveau, très bon niveau et un très bon esprit en plus. Encore quelques points avant peut-être de conclure, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus du point de vue, j'allais dire, de l'assistant ou du chef de troupe. En fait, ou du chef de flottille, je ne sais pas comment vous disiez, vous, quand vous étiez aumônier. Oh non, chef de troupe aussi. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé en tant que chef de troupe, finalement, mes meilleures années de scoutisme
ont été quand j'étais assistant, quand j'étais à Kela, quand j'étais chef de troupe, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on construit l'aventure. Et je trouve qu'il y a eu même des articles qui ont été faits dessus sur est-ce qu'on met par exemple dans son CV qu'on a été scout. Alors ça vaut pour ceux qui ont été clercs, mais je trouve que pour ceux qui ont été assistants ou chefs de troupe, alors ça dépend dans quelle boîte on postule, etc. Mais moi je dis il faut le mettre parce que Même on scout, reconnaît. tout simplement, un Oui, scoutisme. scout, tout simplement. Mais parce qu'on reconnaît en fait, des fois quand on parle à des gens, ça fait un peu sectaire, mais au fond, quand on voit des gens, alors ces fois c'est des amis, etc., et on sait entre ses amis, lui on sait qu'il a été scout, lui on sait qu'il n'a pas été, ça veut pas dire que tout est raté, tout est nul, loin de là, mais il y a quelque chose en plus. J'avais entendu dire que c'était un type qui a été interviewé sur YouTube et il disait un scout il peut prendre des responsabilités. Un scout il est capable de dire bon, moi je prends le risque, c'est pas une tête brûlée, encore une fois, mais il est capable de dire on y va, on fonce parce que. J'ai souvent fait l'allusion de dire l'assistant ou le chef de troupe, c'est un peu un officier. Il fait un peu le boulot d'officier qu'on ferait dans l'armée de terre ou dans la marine, mais juste on l'a un peu balancé là, en fait. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Enfin, moi, ça m'a apporté énormément. Alors oui et non. Je nuancerai ce que tu viens de dire, tu vois, parce que il me semble d'abord que l'assistant ou le scoutmaître, le chef de troupe, sont faits pour permettre, la maîtrise est là, pour permettre aux patrouilles de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et donc de donner au CE, au CP, toutes les cartes en main pour réussir son camp. Ce qui fait qu'en fait, je dirais qu'il y a un double point de vue. Je comprends que tu dises que la fonction d'assistant ou de chef de troupe a été pour toi la plus gratifiante. Pas un niveau d'honneur ou autre, mais je dirais que c'est parce que c'est peut-être là que tu as saisi, c'est peut-être là qu'on saisit le rôle du CE, qu'on est un peu à l'extérieur, décentré, on n'est plus dans la patrouille et on se rend compte de notre rôle pour les aider à être meilleurs et on voit qu'en fait le rôle principal dans une troupe, c'est quand même le plus beau rôle qu'on n'enlèvera jamais, c'est CE, le CP. Parce qu'il est vraiment, il a peut-être plus charge d'âme quelque part que l'assistant, il est maître dans sa patrouille, dans son équipage, même si on le conseille. Et je pense que c'est là qu'il peut davantage atteindre à l'essence du scoutisme. Tandis que dans la maîtrise, l'assistant ou le scoutmaître, le chef de troupe, eh bien, seront plutôt, oui, on est là pour, un peu comme les sages-femmes, pour faire accoucher, non pas un enfant, mais pour faire accoucher les garçons du meilleur d'eux-mêmes et de se donner totalement. Donc on est un petit peu d'extérieur. Et c'est là qu'on voit en effet la richesse du scoutisme. Je ne sais pas si tu sais un peu ce que je veux dire, la nuance. Donc, ce n'est pas comme des officiers qui… parce que là, l'officier n'est pas là pour aider l'enseigne ou le deuxième classe ou la première classe à faire de son mieux, mais à obéir pour le bien commun. Tandis que nous, il y a vraiment un principe d'autonomie. On est là pour les booster, leur donner les cartes en main. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai dit officier, mais en fait, ça pourrait préparer à. Ce que je veux dire, c'est que je recommande 1000 fois à quelqu'un qui pourrait hésiter et se dire non, j'aimerais avoir du temps pour les études ou autre. Alors, encore une fois, ça dépend de qui fait quoi, etc. Mais moi, je dis, mais foncez, si vous avez l'occasion d'être assistant chef de troupe, il faut y aller parce que je regrette presque entre guillemets, devoir passer. Enfin, je passe à autre chose et donc il faut que je laisse ma place. Mais si je pouvais continuer 1-2 ans encore, je l'aurais fait sans problème. Ouais, mais c'est bien de passer la main parce que justement, on est là pour former les autres. Exactement. Et le passage de relais, de témoins est hyper important. C'est aussi la grande réussite du scoutisme. Une de ses grandes richesses, c'est qu'on passe, voilà, on est CP, CE pendant, 2 camps. 3 camps, c'est rare, mais après on passe, ça continue. Le second devient habituellement CE, CP, et c'est vrai que c'est extrêmement riche, quoi. Il y a vraiment une véritable promotion au sens, avec des guillemets, mais tu vois ce que je veux dire. Très bien. Depuis le début du scoutisme, ou du moins dès le début du scoutisme, il y a eu des personnes qui ont vu ce mouvement comme pas forcément quelque chose de bien, de bon, en commençant par… alors, il faudrait peut-être le dire, c'est très intéressant en fait. Donc, vous avez parlé du père Sevin tout à l'heure, qui, en fait, c'est grâce à lui, c'est lui qui a ramené le scoutisme en France. Alors pourquoi… Qu'il a acclimaté en mode catholique, en fait. Qui a vraiment fondé le scoutisme, parce que, d'une certaine manière, parce que Baden-Powell, quand il a rencontré à la fin de sa vie le père Sevin, et qu'il a vu ce qu'était le scoutisme catholique, il a dit « Ah ben, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire. Vous avez une dimension en plus. » Oui, et le père Sevin a pu ramener le scoutisme parce qu'il avait une licence d'anglais.
et donc il C'est a vrai. pu se familiariser avec les ouvrages de Baden-Powell, et là, donc en fait, ça a été il n'y a pas eu de mur de langage, donc il a ramené tout ça. Et, sauf que dès le début, donc, le père Sevin était jésuite, Oui, et dès le début, c'est quelque chose qui va pas faire concurrence au patronage des paroisses, de l'action catholique telle qu'on le concevait à l'époque. C'est encore un peu différent aujourd'hui, parce que le scoutisme est bien rentré dans le monde, j'allais dire, dans les paroisses, c'est tout à vu, fait. c'est admis, il n'y a pas de problème. Mais au début, il y a des évêques, des prêtres qui vont même être contre le scoutisme, des évêques qui n'ont pas forcément l'autoriser dans leur diocèse. Et qu'est-ce qu'on reproche au scoutisme à ce moment-là? Ah, déjà, il y a comment dire, le Baden-Powell qui était anglican et franc-maçon. Donc, évidemment, beaucoup de gens encore aujourd'hui disent, mais attendez, c'est une méthode de franc-maçon, donc c'est naturaliste. En plus, la religion n'avait qu'une place, je dirais, annexe, un strapontin, donc on peut pas donner notre crédit et adouber un mouvement qui est sur ces principes-là. Bon, déjà, c'est oublier que Saint-Pédis a béni les premiers scouts catholiques qui sont apparus en 1913 au-delà des Ardennes, en Belgique. D'ailleurs, le père Sevin a connu par la revue Études l'existence de ces groupes belges qui avaient pris les méthodes de Baden-Powell et qui commençaient à l'acclimater, tant bien que mal, avec à la religion catholique. Mais c'est un outil, c'est une méthode. Elle est neutre en soi. On peut en faire ce qu'on veut comme un outil. Vous pouvez, je dirais, si un franc-maçon fait un couteau dans une coutellerie, bon, bah, vous pouvez très bien vous en servir pour faire de très bonnes choses, couper votre viande ou pour tuer votre voisin qui vous a rien fait. C'est pas la faute c'est pas la franc-maçonnerie qui a fait le couteau. Bon, comme Bach, Jean-Sébastien Bach, il était protestant, il a fait des morceaux qu'on joue à l'église. Ça viendrait à l'idée de personne de dire, là, on va plus jouer Bach à l'église. Parce qu'en fait, il était protestant, et donc c'est une musique protestante. Non, il n'y a pas de musique protestante. Comme Mozart, la flûte enchantée, Mozart était franc-maçon. Bon, il n'empêche que la flûte enchantée est un très bel opéra. Bon. En plus, c'est amusant parce que ceux qui condamnent un peu le scoutisme en disant attention, franc-maçon, etc., quelque part, ils tombent sous la condamnation que Saint Pie V a faite à la Renaissance de l'hérésie de Nicolas Baius. C'est un succédaire du protestantisme qui disait qu'en fait, les œuvres des hérétiques sont toujours des œuvres mauvaises. Donc en fait, voilà, personne qui n'a pas la foi et qui fait un tableau, ce tableau est un péché. Et ça a été condamné par l'Église. Donc Baden-Powell, quand il fait sa méthode, il a beau être franc-maçon, sa méthode est neutre en elle-même, elle n'est pas imprégnée, elle n'est pas touchée, contaminée par les erreurs doctrinales qui étaient les siennes. C'est un outil qui a été en plus je dirais, transformé. C'est plus du tout le scoutisme aujourd'hui de Baden-Powell. Le père Sevin, Édouard de Macédo et puis le père Doncker, le chanoine Cornette, pardon, vont vraiment, totalement réinventer le scoutisme à partir de cette méthode. Donc c'est vraiment presque une nouvelle création à partir de la méthode de Baden-Powell. Oui, comme vous avez dit, le père Sevin a embelli, entre guillemets, a fait quelque chose en mieux même ce que le... Spécifiquement, il a transformé la chose. En mettant le catholicisme au cœur, il a transformé ça en une véritable méthode d'éducation à la foi, à l'intelligence de la foi aussi. Alors attendez, parce que moi j'ai une chose que j'ai cru comprendre ces derniers jours et semaines, c'est qu'en fait le scoutisme en France, grâce au père Sevin, est un peu spécifique. Il a cette spécificité catholique qu'on lui connaît, donc avec tous ces mouvements qu'on peut croiser, Scouts d'Europe, les Europa Scouts, les SUF, etc. Donc il y a j'allais dire, les Scouts de France, c'est combien? Une centaine de milliers d'enfants, si je dis pas de bêtises. Les Scouts, ils doivent être 40 000 ou plus 80, enfin je ne veux pas me dire de bêtises, mais donc ça fait quand même 200 à 300 000 enfants. Mais dans les autres pays, justement, est-ce que ce scoutisme n'a pas été aussi, justement... un de vos confrères me disait que le scoutisme, par exemple, au Mexique, c'est impossible. Oui, même aux États-Unis, ça ne prend pas forcément. Ça ne prend pas autant racine qu'en France. Exactement. Oui. Et là, c'est parce qu'ils ont manqué justement un peu de dire bon, allez, on fait quelque chose de catholique, de carré, ou peut-être qu'ils n'en avaient pas besoin, ou qu'ils n'ont pas. Ils ont manqué de relais aussi. On voit dans l'histoire du scoutisme en France, en Bretagne notamment, que les prêtres ont joué un énorme rôle pour la diffusion du scoutisme. Ils se sont beaucoup impliqués. Et partout, les prêtres ont su s'impliquer parce qu'ils avaient être édurés, quoi. Ils étaient dans la durée plus que ceux qui étaient mutés, les militaires à droite et à gauche. Donc il y avait une forme de permanence. Si le prêtre soutient l'œuvre,
Après, il y a des chefs qui naissent et ça se poursuit bien. Mais dans beaucoup de pays comme le Mexique, où l'histoire est aussi très différente, hein, ils ont Totalement. beaucoup souffert, et Cristeros, etc. Ou aux États-Unis, où c'était plutôt des mouvements d'action catholique un peu dans, comment dire, patronage et autres. Donc en fait, le scoutisme, il existe, mais il est quand même, à ma connaissance, plus confidentiel en proportion qu'en France. Il est quand même en Italie, il est quand même présent, bien sûr dans les pays anglo-saxons, enfin comme pas les États-Unis, mais en Angleterre, bon, il y a tout ce passé de Baden-Powell, il est très présent. Mais c'est vrai que la France est un des pays où on le trouve. En Asie, on trouve pas mal de scouts, troupes scouts. En Afrique aussi. En fait, un peu partout dans le monde. Voilà. Que penser, alors ça c'est encore un peu plus historique, mais est-ce que les scouts ont été vecteurs de modifications liturgiques avant avant le Concile Vatican II? Je sais que la messe n'était pas forcément dialoguée, c'est-à-dire dans les prières au bas de l'autel, tout ça, ça n'existait. On répondait pas. C'est pas le scoutisme qui est responsable de ça, c'est qu'en fait, le scoutisme, je reprends l'image du couteau, hein, c'est un peu comme c'est un outil qui est extrêmement tranchant, donc il est parfait pour trancher ce qu'il doit, mais si on le manipule mal, eh bien on peut se faire mal avec. Bon. Et ben, c'est un petit peu pareil. Dans les années 30, 40, mais déjà dans les années 30, comme la messe, les prêtres, certains aumôniers voulaient la faire vivre le plus possible, le mieux possible aux scouts, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer certaines choses dans le rite, adapter, que les scouts voient tout? Là, non, mais ça, c'est pas le scoutisme. On sait parfois, l'intention de certains prêtres a été dévoyée et se sont servis du scoutisme pour faire rentrer des modifications liturgiques. Non, non, dans le scoutisme, on va dire, réellement vécu, on essaie de donner à la messe. Bien sûr, c'est la place centrale, c'est pas on essaie, c'est la place centrale. On essaie d'abord de trouver une chapelle, quelque chose de réel, un sanctuaire, autant que possible, pour magnifier le culte. Et on prend pas, normalement, on n'est pas censé prendre de distance avec le rite qui nous est donné. Le scoutisme n'a pas été vecteur, il a été occasion de, peut-être. On s'en est servi pour, oui. Mais il n'a pas été vecteur en soi. La méthode scout n'imprime pas, ne contient pas les déviances liturgiques ou doctrinales. D'accord. Mais ça demande d'avoir des gens carrés à sa tête. Hein. Que ce soit les chefs ou les aumôniers, il faut des gens sur lesquels on puisse compter. Monsieur l'abbé, que répondre à un scout qui dirait j'ai pas le temps de faire du scoutisme parce que j'ai des devoirs, j'ai des responsabilités, des obligations à droite à gauche? Tout d'abord que j'entends l'objection et je la comprends parce que les circonstances du temps sont telles que pour beaucoup de nos jeunes, la plupart de leur temps se passe en pension, dans des écoles hors contrat, souvent loin de chez eux. Et puis quand ils reviennent, ils ont souvent peu de temps, somme toute, avec leur famille et parfois une bonne tonne de devoirs et de leçons à réaliser. Donc c'est sûr que l'objection existe. Pour autant, je répondrai que le jeu en vaut la chandelle. Ben ça, peut-être qu'on sera peut-être pas toutes les activités, peut-être qu'il y aura un aménagement, mais le jeu en vaut la chandelle parce que le monde du scoutisme, c'est l'univers de l'engagement à tenir. On a parlé beaucoup de l'engagement et de la responsabilité. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les livres. C'est particulièrement ça qu'on va développer dans le scoutisme. Le dépassement également. On se dépasse dans une école par ses études, mais là, dans le scoutisme, il y aura cette dimension qui va jouer. Et donc là encore, le temps qu'on va donner en plus à la troupe, malgré cet emploi du temps chargé, même le peu de temps, est un temps gagné, un temps qualitativement décuplé en quelque sorte. Et on le verra plus tard, les parents et les enfants, les jeunes, futurs adultes, verront plus tard que le temps qu'ils ont sacrifié pour certaines activités de troupe au moins, eh bien ce temps-là a été positif pour eux. Ça a été un temps gagné. Ça n'a pas été un temps subi. Et donc, oui, je le répète, je pense que le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, il faut se poser la question et puis essayer tout de même, parce qu'encore je le dis, il y a tous les aménagements possibles. On est ouvert à tout, généralement, dans une maîtrise, dans un groupe scout, pour tout entendre comme objection par rapport au temps scolaire, au temps en famille. Mais ce serait dommage de passer à côté de cette méthode qui a tant à donner à celui qui veut bien s'y donner un peu.
c'est ce que j'ai dit justement à des scouts ou des jeunes comme ça qui se posent la question. On voyait qu'ils étaient tiraillés. Alors, il y a des jeunes qui n'ont pas de difficultés à l'école. Donc là, j'ai envie de dire, bon, bah, si en plus il n'y a pas de difficultés. Mais en effet, il peut y avoir des jeunes qui ont un peu plus de problèmes, qui doivent plus travailler, qui doivent plus Oui. donner. Ça existe. Et puis en les fait, parents qui se sentent déjà un petit peu parfois dépossédés de leur enfant pendant plusieurs semaines et qui veulent le retrouver. Donc c'est sûr qu'il faut aussi entendre ça. Il faut pouvoir arriver à trouver, je dirais, un équilibre. Mais pourquoi radicalement dire non, pas possible? Je pense que l'équilibre est à trouver. Et là aussi, c'est la grandeur de l'être humain de pouvoir arriver à tenter de trouver cet équilibre. Sachant qu'on n'est pas tout seul, quand on est père de famille, mère de famille ou scout, on est dans un groupe scout, voilà, on est là pour s'aider, s'entraider aussi, peut-être à trouver des solutions. Et moi, ce que j'ai aussi dit, c'est un moment, on a plus, c'est passé le temps où on pouvait être à la troupe, bah voilà, et on arrive, on a déjà 20 ans, 21 ans, 22 Oui, ans. ça va très vite. Et moi, je trouve que ces années entre justement, alors le louvetisme, c'est très bien, j'en ai fait, j'étais à Kela, voilà, il n'y a pas de problème, mais le scoutisme ou le guidisme, au fait, quand on dit scout, on parle aussi des guides, mais 12-17 ans, c'est quand même, il faut pas passer à côté d'après moi. Et on peut commencer, il est encore temps, vous voyez, moi j'ai commencé à 16 Oui, ans, bien sûr. donc Il n'y a pas d'âge. il n'y a pas d'âge, même un scout qui arriverait, où il a plus qu'une année de Oui. faire de scout, je pense qu'il faut se Il y en a lancer. qui commencent à la route, c'est Voilà, pas grave non plus. c'est pas grave non plus, Au contraire. parce qu'on vit de belles choses, et des choses que j'aurais jamais vécues autrement. Et puis encore une fois, la méthode scout, pour ça que c'est un complément ultra important parce que à l'école ou dans la famille, les valeurs, elles sont données, elles sont très bonnes, elles sont très bien transmises, mais parfois le jeune peut les subir en quelque sorte, ou du moins être uniquement dans un état passif. Quand je dis subir, c'est dans le sens où il est passif. Le scoutisme est le moment de vérification, parce que dans la vie de patrouille, dans les activités, même une fois par mois, on verra ce qui ressort vraiment. On verra si toutes ces valeurs qui nous sont données, nous les avons fait nôtres et nous sommes capables d'avoir fait notre loi autonomie, d'avoir fait que ces bonnes valeurs qu'on nous donne, nous savons les transmettre. Le scoutisme aide, me semble-t-il, à cela. C'est en ça qu'il est très structurant et qu'il n'est pas à balayer d'un revers de main au nom d'un emploi du temps trop chargé, même si il faut entendre ça et voir comment on s'arrange en fonction de chacun, parce que là encore, le scoutisme, c'est le sens du concret, le sens du réel. On imagine bien qu'un garçon qui passe 2-3 semaines hors de chez lui, c'est une activité scout, on saura adapter, modérer en telle fonction du temps ou de l'activité, bien sûr. Et puis pas de blaser, parce que moi je leur dis, enfin, avec le regard, parfois en tant qu'adulte, on idéalise un petit peu, mais quand on a 12-13 ans, on avait des plombs aux pieds quand il y avait des activités, scout et autres, et pourtant, quand on était dedans, finalement, Ça s'est toujours bien passé. ça poussait et ça obligeait Il y a une motivation, les autres sont là, on n'est pas voilà, tout seul, on était, voilà, on n'est pas blasé. Cet esprit un peu d'aujourd'hui où l'adolescent même tradit subit tout le temps. Tandis que voilà, dans la vie scout, on subit moins. Et ça, c'est intéressant, même si au début, on subit, on a l'impression, les premières heures. Mais après, en fait… On devient un peu acteur. On devient acteur. C'est pour ça que ça vaut le coup. Et petite dernière question, je pense qu'on pourra en inventer, pour le moment j'en oublie plein des questions, bon, voilà, on pourra en parler des heures. Est-ce que le scoutisme apporte une réponse dans la crise de l'Église? Oui, il est sûr que le scoutisme, à sa place, apporte une réponse, parce que la crise de l'Église, c'est un vaste sujet, mais s'il fallait ramasser ça en quelques mots, il y a le fait que l'homme veut se mettre au centre, voilà, anthropocentrisme, alors que le scoutisme apprend que l'homme n'est pas au centre, mais d'abord que c'est le sens de Dieu, c'est vraiment cette transcendance que tout, la liturgie notamment, tout doit faire ressentir Dieu. Le côté on vit dans l'Église, c'est ça. Au jour de la crise de l'Église, c'est anthropocentrisme, l'individu est roi, le scoutisme prend l'inverse. Donc c'est en cela qu'il participe de façon concrète pour un jeune à la réponse qu'il peut donner pour mieux saisir les choses. Donc c'est vrai qu'un jeune, c'est pas toujours évident de lui parler du modernisme ou de la crise de l'Église. En revanche, la méthode du scoutisme est une bonne méthode thérapeutique ou d'hygiène mentale et spirituelle pour éviter d'être pris justement par cette
cette ère du temps qui fait encore beaucoup de mal à l'Église et contre laquelle on essaie de lutter avec les armes de la tradition. Et peut-être une question qui apportera la même réponse, ou différemment, je verrai ce que j'en ferai. Est-ce que le scoutisme apporte une réponse à la crise des vocations? Ou ça revient au même? Évidemment, le scoutisme par le sens de l'engagement, il suffit de voir le nombre de vocations catholiques qui viennent du scoutisme. C'est sûr que c'est une réponse. Ce n'est pas la réponse parce que c'est plus compliqué que ça. Mais il est évident qu'en se basant sur l'engagement, sur la promesse, la loi, la BA, comme on l'a dit, je ne refais pas tout le topo, mais on a vraiment un ressort particulier avec la promesse scout qui permet à des vocations souvent d'aller jusqu'au bout. Et donc le scoutisme est une réponse, à mon avis, qui est fondamentale pour ce 21e siècle. On dit que le 21e siècle, c'est Malraux qui disait ça dans la légende du siècle, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. J'ai envie de dire qu'il sera scout ou il ne sera pas scout, il ne sera pas du tout même, parce qu'à mon avis, ce scoutisme a encore tellement de choses à nous dire, et tellement il est structurant, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, des gens structurés, qui s'engagent, qui se donnent. Monsieur l'abbé, je suis parent ou un adolescent et qui n'a jamais fait de scoutisme, ou un parent qui veut mettre son enfant chez les scouts, comment est-ce que je m'y prends? Ou qui vais-je voir? Déjà, je pense qu'il faut essayer de trouver, et il y en a la troupe qui est en cohérence avec ce que je suis comme père de famille. Oui. Quand on est un père de famille qui a saisi, je sais pas, je suis à Brest, père de famille, j'ai saisi en effet les crises que vivent les sociétés, dont l'Église qui en est une, société religieuse par excellence. Quand j'ai compris ça et que j'ai donné à mes enfants, je vais leur donner quelque chose qui est en cohérence avec ce que je vis, ma messe traditionnelle le dimanche, à la fraternité, eh bien, je vais choisir également des écoles et donc aussi des activités qui sont en cohérence avec ça. Donc je dirais que voilà, ce serait. Donc là, j'ai l'impression que ça déflamme. Quoi. Je rejoins le groupe Le Mode Piqué. Voilà, il n'y a plus de questions à se poser. Bah, écoutez, merci bien, monsieur l'abbé. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Je crois. Sauf si vous vouliez finir sur un point particulier. Non. Bon, très bien. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Très bien. Merci à toi, Erwan.